C'est donc une association indépendante qui est née en 2012 et qui a pour mission et objectif d'accélérer la transition écologique et de la rendre accessible au plus grand nombre. Aujourd'hui, l'OID c'est constitué de 150 membres répartis en 14 collèges. C'est également 2300 adhérents. 11 000 abonnés LinkedIn, donc on commence à toucher le plus grand nombre et on ne sait pas estimer le nombre d'utilisateurs de la plateforme Taloen puisqu'on n'enregistre pas les accès, la donnée étant totalement ouverte. Donc on peut penser qu'on a en tout cas réussi à toucher le plus grand nombre des acteurs. Il y a eu également une forte croissance ces 18 derniers mois, certainement motivée par la réglementation en matière de ESG qui a mis une pression considérable sur les acteurs. Donc ça peut justifier également la croissance de l'OID. L'OID a aussi vocation d'animer un réseau de professionnels. Depuis le début de l'année, ce sont 80 publications. Bien sûr, nos deux baromètres bien connus, le baromètre de la performance énergétique, qui était un des premiers objectifs de l'OID pour répondre au plan bâtiment durable. 30 événements, des conférences, des groupes de travail, des ateliers. Et pour tout cela, l'OID produit également des outils, notamment RAR, qui est constitué, RAR c'est Resilience for Real Estate, qui est constitué d'un module BAT-ADAPT bâtiment, d'un module BioDiBat, et d'un module BAT-ABAT territoire. Ces 4 modules consistant principalement en des cartographies des risques climatiques et que chacun peut utiliser sur la plateforme dédiée. Les outils, c'est également Taloen, j'en ai parlé tout à l'heure. Taloen, c'est notre plateforme de ressources, qui est ouverte à tous, vraiment, il n'y a aucune limitation. Et puis la petite dernière qui a été lancée l'année dernière au CIMI sur le stand de John Slang, qui est la fresque du développement durable. Et tout ça, ça s'articule autour de programmes, trois programmes membres, qui sont le programme Bâtiment décarboné, qui consiste principalement à aborder les sujets de carbone, d'énergie et de valeurs vertes. Le programme Territoire résilient, qui parle d'adaptation, de biodiversité et de la ressource de l'eau. Et puis un programme Société et gouvernance, qui parle de finances responsables et de sobriété. Et enfin, 4 programmes partenaires. Alors pourquoi partenaires ? Parce qu'ils sont financés par des mécènes qui viennent nous aider à faire des recherches et à développer en profondeur ces sujets. Donc l'ESREI, c'est la partie européenne de l'OID, puisqu'on s'est aperçu très rapidement que l'équivalent de l'OID n'existait pas en Europe. Et d'une part, les acteurs français, mais à vocation européenne, n'avaient pas les informations nécessaires. Et d'autre part, certains acteurs européens maintenant cherchent également à avoir l'équivalent de l'OID dans leur propre pays. Donc c'est ce développement de l'ESREI. BIG, qui permet l'intégration de la biodiversité dans les stratégies RSE des acteurs de l'immobilier. Et enfin, notre petit dernier, dont on va parler beaucoup aujourd'hui, le label ID. Qu'est-ce que c'est que le label ID ? C'est un programme en 3 étapes. Alors d'abord, il faut parler des sponsors. Donc on a John Slang, SFL, INLI, BNP, Altarea, en partenariat également avec l'école des ponts et l'UVD. Tous ces acteurs ont constitué ce programme qui se présente en 3 étapes. La première étape, j'en ai déjà parlé, c'est la fresque du développement durable qui a été lancée
en décembre l'année dernière au CIMI. Et aujourd'hui, on va présenter le parcours Label ID qui consiste donc en une validation d'un niveau de connaissance de l'interlocuteur qui le sollicite, soit seul, soit à l'issue d'un programme de 14 modules de formation. Donc on peut soit tester son niveau de connaissance en premier lieu, puis se dire j'ai vraiment besoin d'un petit boost, donc je vais suivre les 14 modules, soit inversement, suivre les 14 modules, faire le test ensuite. On le fait comme on veut, dans le sens qu'on veut. Ces 2 premières phases seront suivies d'une 3e phase, vraisemblablement objectif 2025-2026, qui sera constituée de parcours experts avec des formations vraiment dédiées à chacun des métiers, property management, asset management, expert, banquier, voilà. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Si, j'ai oublié de vous dire que la fresque du développement durable avait connu un franc succès, puisque depuis son lancement, il y a eu 80 fresques d'animés. Et surtout, le plus important, c'est qu'il y a eu 131 animateurs formés. Et donc, ça laisse supposer l'exponentialité de ce développement. Et aujourd'hui, plus de 1000 personnes ont suivi la fresque de l'immobilier durable. Voilà. Voilà, je vais conclure en disant que l'OID, je pense, est un acteur incontournable et une référence pour toute la chaîne de valeur de l'immobilier. Et je vais laisser maintenant la parole à Philippe Pelletier sur le sujet de la nécessité de la formation. Merci Odile. Si vous ne deviez retenir qu'une phrase de ce que je vais dire, c'est celle-ci. On a en France, en matière de bâtiments durables, un profond sujet de formation. Et c'est difficile de dire cela dans un univers comme celui de ce salon, où vous avez de part et d'autre des pépites d'innovation. Quand on est ici, on a le sentiment d'un univers en pleine ébullition dans lequel l'innovation, l'expertise, l'excellence se côtoient. Et quand on regarde l'ensemble du paysage français, l'impression est plus nuancée. Pendant 15 ans, depuis qu'on a lancé cette programmation vers des bâtiments sobres en énergie et à faible empreinte environnementale, c'était en 2009. Depuis 15 ans, on a mis l'accent, les politiques publiques ont mis l'accent sur l'accompagnement de la demande. Faire en sorte que la société comprenne qu'il faut s'engager dans des actions de rénovation, faire en sorte que la société comprenne qu'il lui faut ajuster ses comportements pour être sobre dans les consommations d'énergie et en somme créer un élan général de la société vers ces bâtiments performants qui nous sont érigés en objectif 2050. Et pendant tout ce temps-là, le regard n'a pas été porté avec l'intensité suffisante vers la qualité de l'offre de services que nous mettions en face de cette demande. Or, au risque d'être un peu caricatural, retenons que, tant en ce qui concerne l'offre de travaux que l'offre de services, nous avons de considérables progrès à accomplir tous ensemble. Du côté des travaux, une productivité qui est assez faible, un coût de production qui n'est pas assez maîtrisé, des délais qui sont trop longs et aujourd'hui des désordres à l'immobilier qui vont croissant. L'agence qualité construction s'inquiète année après année de l'amplification des désordres. Du côté des services, à l'immeuble ou à l'habitant, une valeur ajoutée parfois assez pauvre,
regarder ces métiers traditionnels d'accompagnement, des locations, des ventes, de la gestion des immeubles collectifs. Vous y verrez des services et on peut s'interroger pour savoir si la valeur que ces services ajoutent au bien-être des gens est au bon niveau. En d'autres termes, je décris un paysage qui est un paysage que nous pouvons vivre dans notre relation quotidienne au bâtiment, qui mérite de progresser. Et quand on compare avec d'autres branches de l'industrie en France, on se dit que l'industrie immobilière n'a pas encore réalisé sur l'ensemble du territoire, dans l'ensemble de ses composantes, la mue que d'autres secteurs ont accomplie. Et donc la question de la formation est la question absolument centrale de notre avenir. Formation initiale, faire en sorte que les jeunes comprennent que les filières professionnelles sont des filières d'avenir et renforcer leur attractivité. Formation continue pour les gens qui sont en place et qui ont besoin de s'acculturer aux données nouvelles qui sont celles du bâtiment durable. Formation de la reconversion pour des acteurs qui, venant des branches de l'automobile ou de l'aéronautique, pourraient trouver intérêt à prendre un emploi dans le bâtiment, parce que ce qui est sûr, c'est que le chemin vers des bâtiments durables est un chemin qui va nécessiter davantage de compétences, je l'ai suggéré, et davantage d'emplois. Les chiffres qu'on aligne sont très significatifs, à la fois parce qu'une partie de la population va vieillir et cesser d'exercer et qu'il va falloir la remplacer, et à la fois parce que ces nouvelles activités vont créer de nouveaux emplois. Donc on est là sur un sujet stratégique, sujet compliqué à manier, mais sujet tout à fait stratégique. Retenez donc, nous avons en France, pour aller vers des bâtiments durables, un besoin impérieux de formation à tous les étages. Merci Philippe pour ce constat. Pour ma part, je suis responsable des partenariats au sein de l'OID. Vous m'entendez bien? Ici? Ok, super. Je suis donc responsable des partenariats au sein de l'OID. On est parti en fait de ce constat pour justement créer le parcours Label. L'idée, c'était vraiment de se dire que tous les collaborateurs avaient besoin d'être embarqués sur les enjeux de durabilité et que cela passait par justement de la formation. Je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet en vous présentant le parcours Label en détail. Donc, je laisse le micro à Chloé Bertrand, chargée de projet senior à l'OID. Bonjour, donc effectivement on va parler de ce fameux parcours Label ID. Donc pour le représenter rapidement, l'idée c'était de créer un dispositif qui puisse venir valoriser les professionnels qui sont sachants sur les questions d'immobilier durable en leur délivrant une attestation de connaissance. Donc c'est bien à destination du professionnel, pas de l'entreprise mais bien de l'individu, du collaborateur. Et dans les cas où il y a un besoin d'accompagner pour la montée en compétences, on propose aussi dans ce parcours des contenus de formation. Donc en un mot, c'est un parcours de formation à l'immobilier durable à l'issue duquel on obtient une attestation de connaissances professionnelles individuelles. Quel format ça prend? C'est sur une plateforme en ligne, donc une plateforme de e-learning classique, avec donc des modules qui en tout font l'équivalent de 14 heures de modules, donc 2 jours pour faire la formation complète. Et à la fin, en ligne toujours, des évaluations qu'il faut valider à 75% pour avoir la réussite et obtenir l'attestation de connaissances. Et la démarche qu'on a adoptée aussi, c'était d'avoir une approche systémique du développement durable, donc de traiter tous les enjeux, le plus possible les enjeux à 360 degrés, de bien montrer les liens qu'il y a entre tous les enjeux et de décloisonner un peu ces sujets. Voilà la forme que ça prend. Donc ce sont des modules en ligne qu'on a séparés en quatre objectifs. Là, vous n'y voyez pas grand-chose, mais on va les détailler chacun juste après. Mais voilà, donc pour vous imaginer un peu comment ça se présente,
Chacun des modules traite de sujets différents, dure entre 5 et 15 minutes pour garder l'attention du participant et est composé de vidéos, de textes, d'animations, d'activités, voilà, pour amener tous ces sujets d'une manière la plus pédagogique possible. Et à la fin de chacun des 4 parties, il y a une évaluation. Pareil, là, c'est avec des questions variées, mais c'est des formats QCM, vrai-faux, donc des évaluations en ligne. Chaque évaluation fait 20 questions. Nous, on a créé une banque de questions et ça prend aléatoirement 20 questions par partie pour éviter que tout le monde ait la même évaluation. Sur le fond des sujets, on a fixé avec nos partenaires, avec des partenaires scientifiques et avec toutes les équipes de l'OID, un certain nombre d'attendus pédagogiques. Qu'est-ce qu'on veut que les gens sachent pour être qualifiés de sachants sur l'immobilier durable? Donc on a toute une liste d'attendus. Et ensuite, pour créer les modules, on a récupéré du contenu existant de l'OID à travers des MOOC, du contenu qui est sur notre centre de ressources qu'on a mis au format pour être sur une plateforme de e-learning. Et on a aussi des sources externes, scientifiques, académiques, comme le GIEC, l'IPBES ou des sites des plateformes gouvernementales aussi. Et donc, comme expliqué Odile, il y a 2 possibilités face à ce parcours. C'est soit de vouloir tout faire, et la formation, les modules de formation et les évaluations pour avoir l'attestation à la fin. Soit si on est déjà sachant sur ces sujets parce que c'est le quotidien et qu'on est déjà formé, on peut juste venir prendre une licence qui offre l'accès juste à la partie évaluation et attestation. Dans tous les cas, à la fin, chacun repart, s'il a validé les 4 évaluations, avec l'attestation de connaissance qui vient valoriser le fait qu'il ait su répondre à tous ces sujets. Maintenant, je vais vous détailler un petit peu chacune des 4 parties. Alors la première, c'est très général, c'est sur le constat environnemental et social. Donc pour certains, ça sera des sujets qui sont déjà maîtrisés, mais comme on avait vocation de s'adresser à tous les professionnels de l'industrie, on est reparti des sujets de base. Donc par exemple, les limites planétaires, le fait que les ressources soient finies, le changement climatique évidemment, le lien entre énergie et carbone, la biodiversité, son extinction, donc les causes et conséquences, l'eau aussi, et un ou des modules sur la partie sociale. On en a mis dans chaque objectif pour intégrer aussi cette thématique. Donc là, en l'occurrence, c'est toutes les crises écologiques. Rappeler que toutes les populations ne sont pas également ni responsables ni touchées. Donc, voilà. Et donc à la fin de toutes ces thématiques, il y a forcément la première évaluation. Le deuxième sujet, donc là c'est une descente au niveau du secteur de l'immobilier, sur tous les constats qu'on a tracés juste avant. Quelle est la place de l'immobilier, quel est son rôle, quel est son impact. Donc on parle de consommation énergétique, d'émissions de gaz à effet de serre, de pression sur la biodiversité, de artificialisation, imperméabilisation, de matériaux, d'économie circulaire. Et encore une fois des enjeux sociaux. Quels sont les enjeux sociaux à adresser dans le bâtiment, donc à destination des occupants, et aussi au-delà du bâtiment, donc envers le territoire. La troisième partie, c'est presque celle sur laquelle il y avait le plus d'attentes, c'est sur les réglementations, les normes et les réglementations. Donc on commence évidemment par parler de finances responsables, donc qu'est-ce que c'est que l'extra-financier, le reporting, la transparence. On présente la taxonomie, SFDR, CSRD, en sachant bien que tout le monde n'est pas concerné par toutes ces réglementations, mais on a voulu donner le socle commun à avoir pour faire plus de transversalité, savoir qu'on pourra peut-être être sollicité pour tel indicateur, telle contribution. Donc voilà, pareil sur l'énergie et carbone, tout le monde n'est pas concerné partout, mais on a voulu retracer un peu le cycle de vie du bâtiment. Donc sur la construction, on a la RE 2020, en exploitation, on parle du décret tertiaire, aussi du décret BAX, de la loi climat et résilience. On a choisi les grandes réglementations du secteur. Sur l'adaptation, sur l'eau, dont on parle un peu moins, mais on a aussi des modules sur ça, biodiversité. Donc à chaque fois à l'échelle en général, monde pas vraiment, mais plutôt Europe, France et au niveau de l'entreprise ensuite. Et voilà, et la dernière partie, c'est plus une ouverture pour aller vers des nouveaux récits, comprendre pour le secteur les limites générales, les opportunités, et sur la transition en général, quels sont les freins et quels sont les défis à relever. Pour ça, pour commencer par créer des nouveaux imaginaires, on a 2 modules. D'abord sur la façon dont on se représente les choses, notamment dont on mesure les choses. Donc avec tel indicateur, on va forcément mesurer telle notion.
et qu'en extra-financier, on essaye d'avoir un autre prisme, donc peut-être d'autres indicateurs, d'autres manières de vouloir mesurer la performance. Pareil sur l'innovation et le progrès. Qu'est-ce que c'est que l'innovation et le progrès? Est-ce que c'est forcément faire plus vite, plus complexe? On parle notamment du low-tech, qui peut être une forme d'innovation, ou même des choses plus simples peuvent rentrer dedans. Et ensuite, c'est sur la transition en elle-même. Quelles sont les conditions de faisabilité? Le fait qu'il nous faille beaucoup de moyens, beaucoup d'hommes, de capital humain, qu'il faut qu'elle soit acceptable, donc juste pour tous, voilà, tous les défis qu'il y a à relever. Et on conclut sur le coût de l'inaction, pour dire que même si on a bien montré que c'était un défi assez complexe, ne rien faire sera encore plus dommageable à terme, et que voilà, chaque jour qui passe sans agir repousse et augmente le problème. Donc voilà, normalement, à l'issue de ces 4 objectifs, on en ressort en ayant compris qu'il faut prendre des mesures assez drastiques et assez rapides. Et si on a tout validé, ensuite, voilà, on obtient l'attestation de connaissances sur tous les sujets qu'on a traités. Si vous avez d'autres questions sur le fond ou la forme, on a 5 minutes à la fin de questions-réponses, donc notez-les, on y répondra. Et je repasse la parole à Charlotte. Merci Chloé. Je vois les partenaires en train de prendre des photos. Alors, juste un détail. Le parcours Label ID est ouvert dès maintenant à nos partenaires qui bénéficient d'une période d'exclusivité. Il sera ouvert à tous à partir de début 2025. Vous serez bien entendu informés. Donc en parlant de nos partenaires qui sont devant nos yeux, on souhaitait prendre un instant pour les remercier pour leur soutien stratégique, financier, également scientifique. Ça a été un vrai plaisir de travailler avec vous ces 2 dernières années. Donc on remercie Altarea, BNP Paribas Real Estate, INLI, GLL, SFL, mais également le NPC avec son master immobilier et bâtiments durables, et l'UVD, l'Université de la Ville de demain. Un grand merci à vous. Et on propose de prendre une petite photo à la fin de cette conférence. Nous avons l'honneur d'avoir sur scène à nos côtés Madame Nathalie Bardin, directrice exécutive marketing stratégique RSE Innovation chez Altarea, et également Monsieur Christophe Girard, European Head of Sustainability for Property Management chez BNP Paribas Real Estate, qui se sont prêtés au jeu pour nous donner quelques retours d'expérience en tant que partenaire du programme Label ID. Merci à vous d'être là aujourd'hui. Christophe, on va commencer par vous. Nous souhaitions savoir quelle a été votre motivation initiale à rejoindre le parcours Label ID ces 2 dernières années. Merci pour cette question. Donc, BNP Paribas Real Estate, c'est une filiale à 100% de BNP Paribas, qui est une banque très investie dans le développement durable. Et donc, nos collaborateurs bénéficient d'un socle de connaissances initiales sur les enjeux du développement durable vus par une banque. Donc, la Sustainable Academy couvre un premier niveau de connaissance des enjeux de développement durable. Mais rapidement, nous nous sommes rendus compte qu'il nous manquait une brique sur la partie immobilière. Le développement durable en immobilier est une matière extrêmement complexe et fluctuante. C'est un mélange entre des réglementations internationales, des réglementations européennes, des réglementations locales, et puis une couche qui a su rajouter l'immobilier financier sur cet ensemble, qui fait que pour un collaborateur, c'est extrêmement complexe de s'y retrouver. Et pour ne pas simplifier les choses, c'est en plus une matière qui évolue dans le temps, puisqu'on a une mise à jour des référentiels, on a une mise à jour des réglementations. Donc on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'outils pour accompagner au moins nos collaborateurs sur un socle commun propre à l'immobilier. Et on a utilisé un premier outil que sont les fresques de l'immobilier, les fresques du carbone. Donc on a la chance d'avoir formé un certain nombre de fresquistes au sein de BNP Paribas. Et donc on a animé ces fresques avec nos collaborateurs et aussi avec nos clients pour les faire interagir sur les sujets de développement durable appliqués à l'immobilier, ce qui permet à nos collaborateurs de mieux comprendre les politiques environnementales de nos clients, aux clients parfois d'aller chercher un peu plus loin que ce qu'a pu proposer leurs consultants pour comprendre réellement leurs enjeux, et puis créer un dialogue entre les parties autour de ces thématiques. Donc on a une première couche qui va permettre de comprendre et de mettre en œuvre de manière assez simple les enjeux du développement durable.
c'est pas ce qu'on attend d'un property manager. Un property manager, c'est vraiment une cheville ouvrière qui va déployer la stratégie d'un investisseur. Donc avoir un glacis, une connaissance générale du sujet, c'est satisfaisant, mais ce n'est pas suffisant par rapport aux enjeux et par rapport à ce qui nous est demandé. Donc il nous faut un parcours complémentaire qui va permettre de délivrer les politiques environnementales de nos clients. Et c'est cette brique-là que vient combler Label ID. La première brique, on a vu la première colonne, on va dire qu'on espère que nos collaborateurs vont pouvoir passer les tests préliminaires assez facilement. Mais rapidement, on va se rendre compte que pour des sujets plus complexes, ils vont devoir être soutenus. Et c'est pour ça que nous sommes intervenus en qualité de partenaire avec l'OID sur l'IBD, parce qu'on pense vraiment que c'est un outil absolument central pour nous aider à délivrer cette stratégie. Alors, non seulement en France, mais aussi à l'international, parce qu'on a des labels comme le label ISR. On a beaucoup d'investisseurs qui ont structuré des fonds ISR et quasiment tous ces fonds ISR investissent à l'étranger. Donc c'est pas très simple à expliquer à un Français, alors c'est très compliqué à expliquer à un Allemand, un Hollandais, un Irlandais, un Espagnol, un Portugais, un Italien, un Polonais, un Hongrois et un Tchèque, qu'il va falloir demander les factures aux locataires, mais non seulement les données de consommation, mais également les factures qui servent de pièces preuves, d'évidence, comme dit le label ISR. Donc on a un vrai sujet également de conduite du changement auprès de nos équipes internationales. Donc on a une double casquette. On a un troisième étage dans la fusée. Donc le premier, c'était la prise de connaissance générale. Le deuxième, c'est pouvoir délivrer. On a un troisième étage qui est l'étage des experts. Alors, comment on devient expert développement durable en property management? Ça commence très rapidement. J'ai un exemple qui est tout neuf qui a sauté dans ma poche ce matin. C'est un investisseur qui passe en cycle 2 sur son fonds ISR, qui a fait dessiner une nouvelle grille ISR et qui nous demande, nous, de faire les audits par rapport à cette nouvelle grille ISR. C'est-à-dire qu'on va devoir, par rapport à notre connaissance des immeubles, dessiner la situation actuelle des actifs vis-à-vis de cette nouvelle grille ISR et dessiner un plan d'action pour atteindre les objectifs best in progress du client. Donc le client, vraiment, il investit sur son property manager pour être un conseil, pour délivrer, non seulement délivrer sa stratégie, mais également la mettre en musique, la mettre en œuvre, lui porter conseil sur ces sujets de développement durable. Donc on se rend compte qu'on a également besoin de ce parcours expert qui est dans la feuille de route de l'OID, et on est évidemment très heureux de participer également à cette part de l'ouvrage, parce que les experts sont aussi dans les métiers. On a besoin d'expertise dans les métiers. Et d'ailleurs, on a structuré notre approche de cette manière. Dans les équipes de property management, nous avons des experts développement durable qui sont là pour délivrer le développement durable au quotidien, qui vont piloter les plans d'action, ils vont délivrer les missions, ils vont avoir une approche critique des livrables des consultants, ils vont organiser les comités environnementaux avec les locataires. Donc ils vont animer toutes ces relations au quotidien pour délivrer la stratégie des clients. Et puis on a des experts qui arrivent, qui sont sur des équipes un peu plus détachées avec une approche plus consulting, qui vont venir délivrer des certifications environnementales, des audits énergétiques, des courbes net zéro carbone, des parcours crème. Et donc il va y avoir une approche un peu plus pointue, un peu plus aiguë. Et on a besoin que l'ensemble de l'entreprise soit aligné sur ses objectifs avec son propre savoir-faire, avec sa propre sphère de responsabilité, parce qu'on a besoin de ces trois étages pour que globalement la stratégie du client soit délivrée. Et on a longtemps été dans des beaux discours autour des sujets environnementaux, et on se rend compte depuis l'avènement des reportings extra-financiers que les clients attendent de délivrer les résultats. C'est-à-dire que quand on investit un CAPEX pour qu'un bâtiment devienne plus vertueux, on s'attend à ce que les CAPEX délivrent les résultats obtenus. Si au stade de l'audit énergétique, on avait prévu une baisse des consommations de 5%, on attend à la fin du chantier de rénovation ou de remplacement d'un équipement que l'amélioration soit effective. Parce que les CAPEX, on a besoin de les justifier auprès des investisseurs. Donc c'est toute cette acculturation qu'on a besoin de monter, de mettre en place dans les entreprises pour que chaque geste compte. Le fameux chaque geste compte,
C'est pourquoi je dois relancer un locataire pour obtenir ses consommations, parce que mon investisseur a un reporting à sortir et que le reporting doit sortir le 15 février. Et le 15 février, ce n'est pas le 17, c'est le 15. Donc pour le 15, il faut qu'on ait l'ensemble des données du patrimoine. Donc voilà un petit peu le témoignage d'un property manager, acteur du développement durable. Merci Christophe pour ce retour d'expérience. Nathalie, de votre côté, comment souhaitez-vous déployer le parcours La Validée au sein d'Altarea? Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous, Altaria, on a un peu de property, mais en fait, on est un groupe, on se dit leader de la transformation urbaine bas carbone, c'est-à-dire qu'on est engagé dans la transformation de la ville. Et donc, au sein du groupe, on a plein de métiers. On a une foncière de centres commerciaux, on a une activité de promotion de logements avec des marques comme Woodéum qui portent un engagement bas carbone très fort, mais des marques comme Cogedim également, Histoire et Patrimoine. On est également investisseur et promoteur dans les immeubles de bureaux. Et puis on a lancé des nouvelles activités, à la fois dans l'asset management, on a créé une société de gestion de fonds. Et puis là plus récemment, on s'est investi dans les énergies renouvelables, les data centers. Et donc quand je vous raconte ça, vous voyez bien que transformer la ville dans un contexte de plus en plus complexe, avec plein de métiers, pour nous, la formation de nos collaborateurs à la base, c'est un sujet clé. On a absolument besoin que tous montent en compétence sur l'ensemble des activités, chacun avec des expertises qui sont très différentes. Et en fait, quand on a commencé à discuter avec l'OID qui avait cette idée de formation, nous on leur a dit mais ça nous parle complètement. Alors on avait déjà commencé ce travail de formation sur les sujets RSE, ESG, puisque il y a 3 ans, on a intégré dans les critères extra-financiers de l'accord d'intéressement du groupe un module de formation à la RSE qui conditionnait en partie l'obtention de cet intéressement. Et donc il y avait un parcours RSE à faire avec 5 modules sur des thématiques différentes. Ce parcours, on l'a fait tout seul. On n'avait pas l'OID à l'époque. Et donc ça a été une première brique où un peu plus de 85% de nos collaborateurs ont été formés à la RSE. Mais on voit bien que c'est une matière qui est aujourd'hui extrêmement mouvante, qui bouge avec les enjeux économiques, sociaux, sociétaux, mais évidemment qui bouge avec la réglementation. Et quand on regardait comment est-ce qu'on pouvait passer et changer d'échelle, en fait, on ne trouvait que des formations qui étaient finalement par secteur, ou des formations hyper pointues à la biodiversité, à l'économie circulaire, et donc aucune formation qui soit complètement transversale. Et ce qui a vraiment, nous, je pense, été le pas qui nous a permis de sauter le pas, c'est quand l'OID et l'Université pour la ville de demain nous ont dit il faut qu'on mette en place des actions pour changer d'échelle. Les enjeux de la décarbonation sont trop importants. Il y a urgence. Comment est-ce qu'on change d'échelle? Et on a estimé que, et c'est un peu ce que disait Philippe Pelletier en introduction, que la formation, c'était certainement un des moyens les plus puissants pour changer d'échelle. Et donc très tôt, quand on a démarré ce programme avec les équipes de l'OID, on leur a dit il faut qu'on fasse un parcours. Alors ça vous semble maintenant évident, mais nous, on était convaincus que ce parcours, il fallait qu'il soit progressif parce qu'avec un parcours, on peut embarquer tout le monde. On peut embarquer les non-sachants dans les 3 étages de la fusée, donc les non-sachants, et donc avec cette fresque de l'immobilier durable qui est finalement une façon beaucoup plus précise et beaucoup plus adaptée à nos métiers de la fresque du climat. Nous aussi, on a fait des fresques du climat et à chaque fois, ou les fresques de la biodiversité, et chaque fois ce qui nous remontait, c'était oui, mais on ne parle pas assez du bâtiment. Et donc cette fresque-là, elle est vraiment adaptée à nos métiers, elle est très opérationnelle, elle est très concrète. Et après, pouvoir se dire qu'on va vers une progression avec le premier module tout niveau et après un module expert, on pense que c'est une façon d'embarquer le plus grand nombre.
Et je voudrais partager avec vous un début d'expérience, puisque en fait, sur ce parcours, donc là on commence les niveaux 2 et niveau 3 qui vont être lancés, mais à date n'ont été lancés que le parcours, on va dire, de la fresque de l'immobilier durable. Et nous, on est convaincus, et Christophe a dit un mot hyper important, on est convaincus d'une ESG ou d'une RSE orientée client. Il faut qu'on embarque nos collaborateurs, c'est la base, mais il faut qu'on embarque tous nos clients. Et typiquement, on a déployé à grande échelle cette fresque de l'immobilier durable auprès de nos clients, en tout cas un certain type de clients, puisque on a fait une tournée nationale en France, on n'a pas été à l'étranger, mais on a fait une tournée nationale où on a été rencontrer les réseaux bancaires et les conseillers en gestion de patrimoine pour leur expliquer ce que c'était que les enjeux du durable et comment est-ce qu'ils pouvaient en faire un argument client, comment est-ce qu'ils pouvaient demain parler aussi bien des enjeux de réchauffement, de limites planétaires, mais également de DPE, de BBC ou de BBCA, ou parler de RE 2020 ou de taxonomie. Et donc ça, ça a été vraiment extrêmement éclairant, extrêmement efficace, puisque et Chloé était là. Les premières tables qu'on a fait avec ces conseillers en gestion de patrimoine, donc là on est bien dans le domaine du logement, on avait alors il y a toujours des sceptiques, mais on avait des gens qui venaient en nous disant on est venu, mais honnêtement les sujets RSE aujourd'hui c'est 0,1% de nos préoccupations. Donc on vient entre guillemets pour voir. Et c'était très frappant de voir que déjà à l'issue d'un premier module qui était donc cette fresque qu'on a fait de façon différente, on a fait la fresque complète, on a fait des fresques plus raccourcies, il y avait vraiment une prise de conscience. Et après, alors à l'époque on n'avait pas encore ces modules de formation complémentaires, mais donc nous on avait notre propre formation de sensibilisation, et après on avait nos équipes de commercialisation qui présentaient des programmes avec un angle RSE. Ces conseillers en gestion de patrimoine commençaient à intégrer un discours qui demain pourront utiliser auprès de leurs clients. Alors c'est modeste, néanmoins, là en un peu moins d'un an, on aura formé 430 personnes, dont plus de 300 conseillers en gestion de patrimoine. Donc ça veut dire qu'il y a une force réelle, ça veut dire qu'on peut parler de ces sujets à la fois de façon ludique, on peut parler de ces sujets de façon scientifique, puisque tout est basé, comme pour la fresque du climat. Et puis après, on peut, à partir de cette première étape, les embarquer dans un véritable parcours sans être dogmatique, et leur donner un regard holistique sur ces sujets-là. Parce que, alors, on est au CIPCA, on est au salon de l'immobilier bas carbone. Moi, j'aime bien dire que le carbone, évidemment, c'est social, il faut qu'on réduise nos émissions, il faut qu'on s'adapte, mais finalement, il n'y a pas que le carbone. Et donc, il y a cette tentation de se dire on ne compte que le carbone et on oublie le reste. Et en fait, avec cette formation, il y a aussi ça. C'est-à-dire que oui, on rentre par le carbone, oui, on rentre par les enjeux de réduction, mais en même temps, on adresse plein d'autres sujets pour démontrer que finalement, cette question-là, c'est une question finalement presque circulaire, et que un phénomène en engendre un autre, et donc il y a un lien systémique entre tout ça. Et donc je pense que c'est vraiment un outil qui n'existait pas, qui est finalement très accessible, très simple dans l'utilisation. Alors on peut dire 14 heures, ça paraît énorme. En fait, honnêtement, 14 heures à apprendre des choses que vous allez pouvoir utiliser demain dans vos métiers, ça me semble rien du tout. Et puis surtout, ça vous permet d'être accompagné dans un cadre notamment réglementaire qui est extrêmement mouvant, et donc que vous ayez finalement un socle savant, scientifique et en même temps pédagogique pour demain faire mieux votre métier, et mieux convaincre vos clients et mieux aider vos clients. Et je pense que
Voilà, c'est pas la belle idée, c'est pas juste une belle idée, c'est vraiment une action très fondamentale aujourd'hui pour nos entreprises. Je ne peux que vous encourager à rejoindre cette initiative. Voilà. Merci Nathalie. Vous êtes des vrais ambassadeurs. Je retiens le chiffre de 430 personnes sensibilisées à la fresque. C'est très impressionnant, beau travail. Sachez d'ailleurs que nous cherchons de nouveaux partenaires pour le programme Label ID 2025-2026. Nous avons de nombreux projets à venir. On en a parlé, le parcours expert notamment, et également une fresque de l'immobilier durable au niveau européen. Christophe, cela pourra répondre à vos besoins. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé à nous contacter, ou vous avez également un QR code si vous souhaitez pouvoir nous laisser vos coordonnées. On vous recontactera avec grand plaisir par la suite. Avez-vous des questions suite à cette présentation du parcours Label ID, même de la fresque de l'immobilier durable plus globalement sur le programme Label ID? On a été très très clair. Très bien. Dans ce cas, on vous remercie de votre présence aujourd'hui. Si vous souhaitez nous recontacter par la suite, n'hésitez pas. Nous allons organiser également des webinaires de présentation plus en détail qui vous permettront de poser des questions si elles vous viennent par la suite, de naviguer sur la formation et voilà, de pouvoir rentrer vraiment sur la plateforme pour voir de vous-même la formation avant, si vous le souhaitez, d'acheter des licences. Merci à tous et on propose à nos partenaires de nous retrouver sur l'estrade.